Bonjour Laurent Louis, Bonjour, vous êtes donc député belge indépendant, c'est bien ça? tout à fait. Voilà, donc entrons immédiatement dans le vif du sujet. Récemment, les affaires Cahuzac et Guéant ont fait la une des médias. Donnez-nous votre point de vue sur la vie politique et pensez-vous qu'ils sont tous pourris? Avec Cahuzac, on a un bel exemple de politicien menteur. C'était extraordinaire la manière dont il a menti avec aplomb devant le Parlement. Euh, pour moi, on devrait être poursuivi pour cela, parce que clairement, mentir devant un Parlement national est quelque chose de totalement inconcevable. Et malheureusement, je constate que de plus en plus de ministres s'octroient le droit de mentir comme ça aux parlementaires. J'en ai fait les frais également en Belgique, donc je trouve ça particulièrement écœurant. Alors, le tous pourri, je le comprends aujourd'hui. Auparavant, quand je me suis lancé en politique, oh, je n'y croyais pas du tout. Je critiquais ceux qui osaient dire « Oh, les politiciens sont tous des pourris ». Parce que bon, j'étais encore idéaliste et j'avais encore la foi dans les politiciens. Mais dès que je suis rentré au Parlement donc en 2010, je me suis rendu compte que finalement cet adage n'était pas loin de la réalité. Alors, tous pourris ne sont pas tous pourris. Il y a des jeunes, il y a des gens qui ne sont pas mouillés dans des affaires. Le problème, c'est que souvent par intérêt financier ou par carriérisme, ils décident volontairement, et en ça ils sont coupables, de cacher certaines réalités pour ne pas poser problème à leur carrière, à leur développement politique. Donc c'est un peu à ça que j'assiste. Il y a des députés qui sont jeunes, qui ont envie de faire bouger les choses. Sincèrement, je le vois bien. Il y en a qui peuvent être d'accord avec ce que je dis, mais ils ne l'afficheront pas. Ils vont peut-être le dire en privé, mais ils ne vont jamais l'afficher. Donc en soi, moi ça ne joue pas dans mon sens évidemment, puisque ça ne me change rien en fait. Vous ne pensez pas que le pouvoir les rend comme ça? C'est la soif du pouvoir qui les rend comme ça, parce que même ceux qui sont dans l'opposition et qui n'ont pas de pouvoir participent au système. Il n'y a pas de véritable opposition aujourd'hui. Moi je suis affolé, en Belgique je suis, sans vouloir être prétentieux, la seule véritable opposition, parce que je ne suis soutenu par aucun lobby. Donc je suis totalement objectif, neutre, indépendant, mais nous n'avons pas ça en France, on n'a pas d'opposition. Où elle est où l'opposition? Je suis désolé, hein, entre le Front National, qui pour moi est un leurre, et qui défend le système que nous connaissons, et alors l'autre Mélenchon, là, qui après 30 ans passés au Parti Socialiste se rend compte que le Parti Socialiste n'est pas bon, mais encore il y a un an, il appelait à voter pour le Parti Socialiste. Hein, donc, c'est vraiment du grand n'importe quoi, il se moque de nous. Donc, moi j'attends une véritable opposition, une opposition qui n'ait pas peur de dire certaines vérités. Il faut juste se dire qu'il faut avoir le courage de dire ces vérités, quitte à ce que ça pose problème au niveau de la carrière. Mais on est élu, c'est pas pour être élu toute sa vie, même si certains le voient comme ça et qu'ils en font un métier perpétuel, qui se refile même de père en fils. Du moins en Belgique, c'est fort comme ça. Et moi, si j'ai été élu, c'est pour oser l'ouvrir en quelque sorte. Dire les vérités qui sont cachées, c'est dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Alors forcément, ça m'a valu énormément de problèmes. Des poursuites, des perquisitions, un lynchage médiatique sans précédent. Quels sont les lobbies qui vous mettent la pression? Disons que je ne suis pas très apprécié sur les sites d'information juifs, hein, même si je n'ai jamais rien attaqué les juifs. Vous critiquez surtout Israël? Je critique le sionisme et la politique du gouvernement israélien. Je critique aussi le gouvernement Hollande, c'est pas pour ça que je suis anti-français. C'est le problème, c'est les raccourcis que certaines communautés font. Et donc là, c'est dangereux, mais c'est calculé. C'est bien, aujourd'hui, l'accusation d'antisémitisme, elle sort après 2 minutes de toute façon. Et la finalité de ça, c'est directement stigmatiser la personne et les propos de la personne, la faire passer pour l'extrême droite et faire en sorte que la population ne l'écoute pas. Donc c'est très facile aujourd'hui. Ça date déjà des années 30. Hein.
Donc, ils n'ont pas beaucoup évolué sur la question. Donc, le lobby aujourd'hui, le lobby juif est très important et il est contre moi. Ça, c'est certain. Mais bon, comme il dirige malheureusement l'information et la presse, pas toujours des articles très, très élogieux à mon encontre. Donc, selon vous, quelle est l'influence d'Israël sur le monde occidental? Capitale. Malheureusement, les gens ne s'en rendent pas compte, mais le conflit au Moyen-Orient, la volonté expansionniste d'Israël, ça a une influence au quotidien sur notre vie ici, en France, en Belgique, en Europe en général. Ça détermine tout, parce que ces gens sont tous ensemble. Ils forment des réseaux, et ces réseaux ont un certain objectif. Aujourd'hui, on sait bien quel est l'objectif. Le sionisme aujourd'hui a comme objectif d'effrayer la population. Alors qu'on l'effraie par différents moyens. De un, le moyen financier. On nous invente une crise. Mais de rien. On fait croire aux gens qu'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien. Alors tout le monde a peur, évidemment, et on impose aux travailleurs des conditions de travail qui constituent un recul en arrière de plusieurs décennies, sous prétexte qu'il peut y avoir des délocalisations ou autres. On réduit le salaire, on impose des cadences inhumaines, et alors que ça ne tient sur rien, puisque la preuve, c'est que les usines ne ferment pas, elles délocalisent. Ça veut dire qu'il y a toujours des demandes, il y a toujours des commandes, mais simplement, il y a d'autres qui en profitent, et nous, on crée une crise en Europe. Et cette crise, elle a quoi comme objectif, une fois de plus? De faire passer des mesures totalement inacceptables aux yeux de la population. Aujourd'hui, tout le monde accepte d'avoir une réduction de salaire, parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc on préfère réduire son salaire que de perdre son emploi. Pratique pour qui? Pour le pouvoir, pour les banques, pour les financiers et pour les patrons, évidemment. Autre conséquence, c'est qu'avec cette crise, on stigmatise. Moi, ce que je constate, c'est une montée quand même fort importante du racisme. On monte les communautés les unes contre les autres. Plutôt que de fédérer, on fait tout pour diviser. Et je l'ai constaté parce que je me suis rapproché dernièrement de la communauté musulmane. Ça m'a valu des attaques mais permanentes et avec des vocabulaires utilisés qui dépassent l'entendement. Et à partir du moment où on n'accepte pas beaucoup de partis participent à cette augmentation de la haine entre les gens. Et pour moi, là, il y a un véritable danger. Vous pensez que c'est le sionisme derrière à travers bien sûr, ça. Médiatisation de l'islamophobie, des choses comme ça? J'étais auparavant au sein du Parti populaire. J'ai été élu sur les listes du Parti populaire. J'avais rejoint ce parti parce que il avait eu un très beau slogan à sa création, c'est que ce parti voulait dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Je me suis dit, wow, magnifique, j'ai trouvé mon parti, je vais aller là, je vais enfin pouvoir parler. Parce qu'avant, je faisais de la politique, mais j'étais bon qu'à faire des crêpes parce que on ne pouvait pas parler. Donc, à quoi ça sert de faire de la politique? C'est pour se taire. Enfin, c'est avantageux parce que si on se tait, on accède toujours au pouvoir. C'est pour ça qu'on a toujours des politiques molles actuellement. Et donc j'avais rejoint le Parti populaire, qui est un parti dirigé par Michael Modrikamen, qui est un grand avocat d'affaires belge, grand par la taille, moins par la qualité. Et ce monsieur qui avait créé le Parti populaire habite dans un château à 3 millions d'euros, en périphérie bruxelloise. Et, bien entendu, c'est un sioniste convaincu, juif pratiquant, enfin bon. C'est la petite main d'Israël, parti financé par Israël, avec de nombreux voyages à Tel Aviv et autres. Et donc, quel est l'objectif, par exemple, de ce parti? C'est de mettre sur la table la question de l'islam. Et donc, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est l'islam qui est responsable. Donc, on stigmatise la communauté. Actuellement, on a un débat qui prend de l'ampleur en Belgique, c'est notre monsieur Météo, qui s'est soi-disant fait agresser par des musulmans, et il a posté sur son mur Facebook un message raciste, dans lequel il dit mais qu'il dégage, ces gens n'ont rien à faire chez nous.
Bien entendu, il a été licencié. Bravo, c'est la moindre des choses. Mais après, ce M. Modric Amen reprend le combat à son compte, devient son avocat, toujours pratique, un avocat, président de parti. En plus, on va défendre maintenant le sionisme. Et donc, au nom de la liberté d'expression, il estime que tout le monde a le droit de dire « ça l'arabe dégage de notre pays ». Bon, il y a un gros problème. C'est que ce même personnage n'accepte pas qu'on dise « sale belge, sale français » et d'autres. Voilà. Donc là, je veux bien moi la liberté d'expression, mais il faut que la liberté d'expression, elle permette à chacun de s'exprimer. Si c'est uniquement la liberté d'expression pour taper sur l'islam et les musulmans, c'est pas la liberté d'expression, c'est du racisme. Donc, à partir de là, on constate que dans chaque parti politique, le sionisme a pris de l'ampleur et ils se sont immiscés. Aujourd'hui, malheureusement, et c'est pour ça que je le combats, c'est parce que je me suis rendu compte que le sionisme était omniprésent au niveau politique, que c'était véritablement quelque chose qui est utilisé aujourd'hui pour permettre au pouvoir qui est en place de demeurer en place. Et donc pour moi, et ça, certaines personnes me reprochent de ne pas m'occuper assez de la politique nationale, et pour moi c'est tellement important que avant de pouvoir véritablement régler les lois dans nos pays respectifs, il faut régler ce problème mondial. Je crois qu'il faut que les gens se rendent compte que cette question du sionisme est prépondérante et que c'est notre argent aussi qui est mis en jeu. Quand la France intervient au Mali, c'est pas pour rien. Quand la France va lancer ses bombes sur Kadhafi, ça coûte. Pourtant, c'est la crise. Mais c'est pas la crise pour la guerre, ça non. La crise, les bombes, ça ne coûte rien, on sait bien. Les avions, c'est gratuit. Et donc, on n'a pas suffisamment d'argent pour pouvoir s'occuper de la population. D'ailleurs, je suis stupéfait, hein, et ça je vais le dire, quand même, de voir qu'il y a des bidonvilles à Paris. C'est quand même scandaleux. La ville Lumière, on entre dans Paris aujourd'hui, je suis rentré par Port de la Chapelle, je pense. Et je vois des bidonvilles, mais c'est quoi ça? Et c'est les SDF qui augmentent en nombre considérable depuis l'arrivée, soi-disant, d'un socialiste au pouvoir. Je n'ai jamais vu ça. Ça fait des années que je viens à Paris, je n'ai jamais vu autant d'SDF qu'aujourd'hui. Mais on a de l'argent pour aller faire la guerre au Mali. Il faut que les gens se réveillent, hein, parce que sinon, on va droit dans le mur. Hein. Soit on a de l'argent, oui, mais alors on le met d'abord à la disposition de sa population. Et d'après vous, comment combattre ce système, et notamment le sionisme? Il faut un bon coup de balai. C'est toujours la même chose. Il faut sortir de cette logique gauche-droite, unir la population, mais sur des questions essentielles. Question essentielle aujourd'hui, c'est savoir ce qu'on va avoir dans le frigo ce soir. C'est savoir ce qu'on fait pour ces gens qui sont dans la rue. Quand je vois des personnes âgées, et ça on ne voyait pas auparavant, des personnes âgées qui mendient dans la rue, enfin, où va-t-on? Est-ce que c'est ça la société qu'on veut créer? Je ne pense pas que la population, c'est ça qu'elle veut. Mais leurs dirigeants, oui, forcément. Forcément, on divise ainsi. Et comme on fait en sorte que chaque citoyen soit un concurrent l'un envers l'autre, ça met à néant la solidarité. Et donc la solidarité, aujourd'hui, on veut l'anéantir. Donc on fait tout pour diviser la population. Et si on ne parvient pas à la diviser, eh bien on l'abrutit devant la télévision avec des téléréalités les plus stupides qu'on n'a jamais vues, franchement. Déjà, on abrutit les gens au travail, où ils doivent souvent faire des choses qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, ou pas beaucoup de sens. Mais on les abrutit encore le soir quand ils rentrent chez eux. Donc on fait tout pour les endormir. Eh ben, nous, on est là pour les réveiller. Il faut les réveiller maintenant. Et donc pour les réveiller, il faut se bouger. Donc voilà, on va finir sur ça. Donc unissons-nous et réveillons-nous surtout. Voilà, tout à fait. Je vous remercie et puis bonne continuation à vous. Merci beaucoup.